De retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous, qu'on est de bonne humeur. Nous poursuivons notre émission de la semaine et on met le cap naturellement sur la République démocratique du Congo. On parle peu de ces pays à cette émission. Je suis moi-même d'ailleurs originaire de la République démocratique du Congo. Nous mettons le cap un petit peu sur l'actualité. On a beaucoup parlé dernièrement de coronavirus et autres. On a beaucoup parlé de la destruction des monuments un peu partout dans ce monde. Si on se réfère un peu à la question de discrimination raciale qui fait les manchettes des journaux du monde. Mais aujourd'hui, à l'émission, nous ciblons la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, et nous parlons avec un ressortissant de ce pays qui suit de près l'évolution politique, économique, sociale de ce pays. Et une chose qui est très intéressante, en manchette tout de suite, je vous emmène sur la justice. On parle beaucoup de justice en RDC actuellement. Semblerait-il que les intouchables sont touchés maintenant, les grands patrons des entreprises étatiques qui ont dirigé en fait les différentes entreprises, certains parmi eux sont en prison actuellement. En fait, la justice est en marche. Et pour tout ça, donc, nous voulons avoir des commentaires d'un ressortissant, un membre de la diaspora qui est très actif également au Congo. Il s'agit bien sûr de M. Philippe Eveloko. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, Henri. Content de te revoir. Mais je vous vois là, sapé, en forme, prêt. Je vais aller tout de suite droit au but. Vous avez eu quand même l'opportunité, l'occasion d'aller sur place. Nombreux parmi nous, on n'a pas cette chance d'aller sur place, on n'a pas souvent l'opportunité. Il y a des nombreux téléspectateurs congolais qui vous regardent ce soir et qui vous trouvent chanceux, comme on dit, d'avoir pu quand même aller sur place, sentir sur le zone terrain, participer peut-être vous-même aux activités sur place. En fait, avant d'aller plus loin, qui est Philippe Evoloko exactement? Qui êtes-vous? Je m'appelle, comme tu l'as dit, Philippe Evoloko Kashinga. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis né en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Je suis membre fondateur du parti politique Ensemble Changeons le Congo du président Adam Bobolé. Je vis entre Kinshasa et Montréal et je suis un acteur politique actif. Je suis, comme tu l'as dit, de très près ce qui se passe chez nous, parce que, en tant que ressortissant de ce pays, j'ai le devoir de pouvoir participer avec les autres pour l'émergence d'un nouveau Congo. Alors, je vais droit au but. Toute première question, je la pose large, très large. Vos commentaires sur l'évolution de la situation politique et économique actuellement en RDC? Bon, vous savez, ça fait quand même un bon bout de temps que nous luttons pour que nous puissions avoir un État de droit, un État où les citoyens sont égaux devant la loi. Nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles. Nous voulons des autorités qui ont la légitimité du peuple. Tout cela, c'est un combat qui s'inscrit dans une démarche politique qui a été initiée dès le début de l'indépendance par nos pères de l'indépendance. Je citais Patrice Emery Lumumba. Malheureusement, cet élan a été stoppé dès le début par un coup d'État militaire qui a instauré une dictature chez nous pendant 32 ans. Et nous avons connu une transition avec l'AFDEL. Et pendant toute cette période-là, les libertés fondamentales du peuple congolais ont été bafouées. L'état de droit n'existait pas. Nous vivions dans un état de non-droit. Et il a fallu qu'un homme se lève un matin qui s'appelle Étienne Tshisekedi et Ouamulumba, qui a porté durant tout son combat politique cette émergence d'état de droit. Et Dieu merci, avec l'avènement d'un de ses enfants, en l'occurrence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est un enfant né des entrailles des revendications du Congolais. Je ne te fais pas dire, Henri, que les Congolais ont toujours aspiré à un état de droit, à des libertés qui ont été bafouées pendant toutes ces années par les dirigeants qui sont succédés à la tête du pays. Et Dieu merci, nous avons actuellement un chef de l'État qui croit fermement à l'émergence de cet état de droit. Et nous avons vu récemment les différents procès
qui ont eu lieu au pays et nous avons découvert une justice qui renferme des magistrats, des juges de grande valeur. Et je pense que cet élan qui a été amorcé par le chef de l'État doit être soutenu pour que finalement l'ère des intouchables, comme tu l'as dit tantôt, ne puisse plus avoir lieu dans notre pays. Bon, alors ici, on parle des intouchables. Un cas que vous connaissez, que certainement notre public qui nous suit, en fait le public averti connaît. Dernièrement, on a parlé ici de l'arrestation du directeur de cabinet du président de la République. Le directeur du cabinet, c'est-à-dire le grand patron finalement, celui-même qui gère le cabinet du président de la République, a été arrêté, traduit en justice, reconnu coupable, condamné à 20 ans de prison, de travaux forcés. Mais c'est absolument incroyable, c'est terrible ça. Dites-moi, si on se fie un petit peu aux observations qu'on a vues depuis, je dirais, pratiquement les 20 dernières années, on a constaté que certains cadres, hauts cadres qui dirigent ce pays, pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans aucune accusation. On n'a jamais entendu parler d'arrestation de grands patrons d'entreprises d'État, dis-je bien. Aujourd'hui, nombreux sont ciblés. Nombreux sont ciblés. Il y a une crainte quelque part qui se fait là et on se demande, est-ce que ce n'est pas dangereux tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Où va le Congo avec justement l'émergence de cette justice que l'on dit une justice révolutionnaire? Mais je crois qu'Henri, il faut remonter un peu dans le temps pour voir que l'essence des régimes politiques chez nous, c'est d'abord la dictature qui s'est installée pendant 32 ans. Les gens qui ont pris le pouvoir par les armes, qui se sont imposés, qui ont taillé les lois sur mesure pour se protéger de tous les crimes qu'ils vont commettre à la tête de l'État, ces gens-là se voyaient intouchables. Ils se disaient que les lois étaient faites pour les autres et non pour eux. Et là, nous sommes devant une situation où quelqu'un qui a été élu par la population et qui, dans son credo, il dit « Nous allons faire en sorte que la justice joue un rôle important dans le pays pour que l'échelle de valeur qui a été inversée dans le pays, où les antivaleurs, l'écoulage de recettes, la corruption, l'impunité et tout ce que nous savons dans le pays, que tout cela cesse. Et ça doit cesser par une justice indépendante, une justice qui fait réellement son travail. Et je crois que le chef de l'État, le fait d'avoir permis que son directeur de cabinet, qui est un homme de valeur, qui est un allié important dans cette coalition qui gère le pays actuellement, et si celui-là a été traduit devant la justice et condamné à 20 ans de prison, je crois que c'est un signal qui a été donné à tous ceux qui ont joué avec les deniers publics, et désormais, l'état de droit est en marche. Certes, il y a encore de pesanteurs, mais je crois que l'élan, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élan qui a été amorcé par le chef de l'État doit être soutenu. Et vous avez vu, quand les honorables Minakou et Sakat ont proposé de réforme du monde judiciaire pour caporaliser cette justice-là, vous avez vu la réaction non seulement de l'appareil judiciaire, mais également de la population qui a dit non à cette tentative de caporalisation de la justice. Et ce souci d'indépendance de la justice est maintenant porté par l'ensemble du peuple pour qu'enfin l'état de droit s'installe tranquillement chez nous. Et je crois que c'est le seul levier par lequel nous allons mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont pratiquement ruiné le pays. À vous d'entendre, vous semblez très positif. Vous semblez très positif. Est-ce le cas pour la plupart des membres de la diaspora congolaise, selon vous, ici même au Canada? Moi, je crois que le combat qui s'est fait aujourd'hui, ce n'est pas seulement le combat du président ou le combat de certains dans ce qui se passe au pays, c'est le combat de tous les Congolais. Nous devons porter, parce qu'il n'est pas concevable que dans un pays où il y a une catégorie de gens qui se disent que nous, on s'en fout, ils ont le droit de vie et de mort sur certains, ils peuvent prendre l'argent de l'État. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des millions, ce ne sont pas des millions en francs congolais, mais ce sont des millions en dollars
qui sont détournés et par certains individus. Mais avoir l'état social de nos compatriotes, moi je crois que quelque part, nous devons avoir la conscience. Nous qui sommes de la diaspora, nous devons pousser à ce que l'élan que le chef de l'État a donné à cette magistrature, à cet appareil judiciaire, puisse aller de l'avant pour que finalement, nous nous mettions tous sur le même pied d'égalité devant la loi pour dire que ce qui appartient à l'État appartient à la communauté et personne ne peut aujourd'hui se dire que, bon, moi, je peux faire ce que je veux, je peux voler, je peux... non, aujourd'hui, nous voulons, nous souhaitons et nous poussons le président de la République à aller dans ce sens-là pour que finalement l'État de droit se mette en marche chez nous pour que tout le monde se mette au service de la communauté. D'accord. Alors, j'aurais une question ici directe à vous poser. Nous parlons ici devant le public montréalais, canadien, québécois, ils nous suivent tous, et aussi beaucoup qui sont sur YouTube, qui vont nous voir également. Je pose ma question directement en référence avec un jeune Congolais, membre de la diaspora congolaise, dont le nom m'échappe, qui est retourné au Congo avec ses diplômes universitaires, dans ce rêve de réaliser en fait un changement chez nous. Il a obtenu un très bon emploi au bureau même du président, à la présidence de la République, conseiller du président, après avoir attendu quand même pendant pratiquement 6 mois à Kinshasa. Femmes et enfants sont restés au Canada, sont toujours au Canada, et subitement, on apprend cet homme est mort. Cet homme est mort, et on parle beaucoup ici d'empoisonnement. On parle ici pas seulement son empoisonnement à lui, mais on parle ici d'un certain nombre de personnes qui sont ciblées directement à la présidence de la République démocratique du Congo et qui sont morts, semblerait-il, entre guillemets, d'empoisonnement. Dites-moi, quel est votre commentaire là-dessus? Bon, ce que je sais, qu'il y a une enquête qui a été lancée au niveau de la présidence pour démêler tout ça. C'est dramatique ce qui est arrivé à la présidence. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des membres de famille pendant cette période de confinement. Et je crois que... Vous avez perdu des membres de famille? Vous avez perdu des membres de famille qui travaillaient là? Charles Kilocho a été directeur adjoint du service de communication du président, c'est un neveu. Donc, il y a des amis comme Jacques Ilunga, c'est un ami qui travaillait avec le président, qui est décédé. Et je crois que c'est dramatique, c'est arrivé. Le président a amorcé un élan et cet élan a été interrompu. On lui a ravi pratiquement les meilleurs de ses conseillers. Et je crois que ça fait mal de perdre ses collaborateurs, mais je crois qu'attendons les résultats des enquêtes que le président a lancées au niveau de la présidence pour s'avancer dans quoi que ce soit sur ce dossier. Alors, on va terminer notre interview. Dites-moi, comment voyez-vous l'avenir de la RDC d'ici les prochains mois, pour ne pas dire d'ici les prochaines élections? Moi, je reste positif. Je me dis, nous avons tous la responsabilité de participer à l'édification d'un nouveau Congo. Nous devons rester positifs. Il est vrai que nous avons passé beaucoup d'années dans une situation difficile comme la dictature. Ce n'est pas évident de sortir dans des régimes politiques qui nous avaient pratiquement emprisonnés. Et aujourd'hui, l'amorce que nous avons actuellement avec le président Tshisekedi doit nous pousser à aller de l'avant et empêcher à ceux qui veulent encore nous ramener dans ce que nous avons décrié hier. Et ça, c'est un appel que je lance à tout le monde. De dire que l'avenir du Congo nous appartient tous. C'est notre participation qui va déterminer l'avenir. Et il est important que nous qui avons la possibilité d'aller là-bas, de conscientiser ceux qui ne veulent pas comprendre que la donne a changé et que nous devons léguer un pays où nos enfants seront fiers de nous. Il est quand même malheureux qu'aujourd'hui, 60 ans après, vous avez suivi le diagnostic qui a été fait par presque tout le monde, c'est 60 ans d'échec. Et je crois que c'est un... 60 ans d'échec. Ouais, 60 ans d'échec. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je n'envie pas les jeunes. Le Congo a beaucoup régressé et c'est de notre faute. Nous, l'élite congolaise, nous avons failli à la mission qui nous a été confiée
Et il est temps qu'on puisse faire une autocritique, une remise en question de notre rôle dans ce pays et redonner espoir à nos enfants et à ce pays pour que finalement nous fassions du Congo ce grand pays que Lumumba rêvait, que Kasavubu rêvait, que Mobutu rêvait. Monsieur Philippe Evoloko, depuis Montréal, je dois vous dire grand merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et je vais devoir vous souhaiter une excellente fin de journée à Montréal. C'est moi qui te remercie. On a fait une émission avec toi en 2003. Si tu te rappelles, je suis venu ici en 2003 dans le cadre de la Chambre de commerce Canada-Congo. Nous étions avec François Kaniki et Antoine Lukondo. Et je crois que nous avons ce devoir-là de s'impliquer dans ce qui se passe chez nous parce que c'est chez nous, c'est notre pays.